Bienvenue à la 38e édition du Salon Prime Vert. Sur ce 3e jour, je me trouve en compagnie de viticulteurs. Nous allons donner la parole aux producteurs de vin pour faire un petit tour d'horizon sur ce qui se fait, quels sont les enjeux. Nous n'avons qu'un quart d'heure, donc on va essayer d'éveiller votre curiosité sur le sujet. Et donc j'accueille avec un grand plaisir aujourd'hui, donc avec moi, Yves, Fabien et Xavier. Vous allez pouvoir nous présenter vos domaines. Yves, on va commencer avec toi, le clos... pardon. Des Patrices. Voilà, le clos des Patrices. Donc, Yves, tu as engagé une très belle carrière qui remonte vers le soleil et qui t'a conduit en fait à avoir une approche un peu différente de ce qui pouvait se faire à l'époque. Est-ce que tu peux nous présenter déjà ton domaine et puis nous expliquer comment tu es venu à faire du vin sans sulfite? Oui, alors mon domaine, c'est suite à la reprise petit à petit du domaine familial, au pied du Mont Ventoux, à Caron, un petit village sympathique, mais qui ne me permettait pas de travailler tout de suite à la ferme, puisque bon, il n'y avait pas assez à bouffer pour tout le monde. Donc c'est mon père qui était encore au droit. Et j'ai donc fait des études d'œnologie. Et en premier, des études de technicien œnologue, qui m'a amené à faire 3 ans de stage dans toutes les caves, pas toutes, mais beaucoup de caves en France. Et en repassant le deuxième diplôme, le diplôme national d'œnologie, je suis tombé sur une annonce qui demandait cherche œnologue pour le Liban. Alors je résume, hein, j'ai été donc choisi. 300 hectares de vignes, cave toute neuve, fais-moi du vin. Ouf, la chance de ma vie, hein, c'était quelque chose qu'on donne à des gens qui ont 50 ans d'expérience plutôt que moi qui en avais 3. Et j'ai saisi l'occasion et je suis allé donc au Liban, dans la plaine de la Bekaa, au sud de Chtora, à 70 km de Beyrouth. Et j'ai eu la surprise de ma vie quand je suis allé visiter les vignes. En arrivant, je suis arrivé presque pour vendanger, hein, tellement c'était pressé. J'ai eu une vision biblique d'un pied de vigne et de raisin. Hein, bon, j'ai été éduqué par les curés, donc la Bible je connais bien. Et j'ai eu cette vision biblique de grappes de raisin intactes, énormes, belles, juteuses. Quelque chose de formidable. Je me disais, mais ça existe? Et donc j'ai vite été amené à faire du vin. Et bon, au début, ça la trouille. Hein. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est que à cause de le manque de sulfite au Liban, parce qu'avec la guerre, les bateaux arrivaient trop tard, donc j'étais obligé de commencer le vendage. Donc j'ai fait des vins sans sulfite par la force des choses. Mais donc ça s'est passé merveilleusement bien. Des jus qui rentraient le matin en plein mois de juillet à 9-10 degrés de température, grâce à la fraîcheur de la nuit. Les cuves ne chauffaient pas énormément. Enfin, disons que tout allait pour le mieux, dans le meilleur des mondes, et cette chance qui me poursuit. Et j'ai donc fait les premières cuves sans sulfite. Puis le sulfite est arrivé, et comme quand tu fais des études d'œnologie, article 1, tu mettras du sulfite. Article 2, si tu ne veux pas en mettre, tu es obligé d'en mettre quand même. Voilà. Hein, parce que bon, le sulfite, qu'est-ce que c'est? C'est pour moi un désinfectant. C'est-à-dire ça tue les bactéries et ça empêche l'oxydation. En fait, c'est un produit miracle. Seulement, voilà, il est toxique. Et comme je picole pas mal, j'avais marre de m'empoisonner. Et finalement, ces cuves qui ont été sans sulfite, jusqu'au premier soutirage, après la fermentation malolactique, écoute, elles évoluaient bien et j'étais content. Mais par la trouille, j'étais jeune. Avant la mise en bouteille, j'en mettais toujours un peu. Parce que j'avais peur que c'était pas mon vin, j'étais payé pour le faire. Si jamais il y avait un conteneur qui restait, c'est arrivé à Chypre, sur le port, pendant 2-3 mois, qui devait partir dans pas mal de pays autour du monde. Hein. J'étais plusieurs fois amené à aller visiter les conteneurs, voir si le vin était encore bon. Et petit à petit, donc, ce sans sulfite, ça a marché. Mais ça a marché pourquoi? Parce que c'était que du beau raisin. Le sulfite, on ne l'emploie que si, enfin pour moi, que si le raisin est foutu, ou tu le jettes ou tu mets du sulfite. Et donc, si vous voulez, je n'ai pas trop pris jusqu'au bout
le fait de ne pas en mettre du tout. C'est que quand je suis rentré après 25 ans de travail au Liban, 25 ans de bonheur, entre parenthèses pour ma petite fierté personnelle, j'ai eu un de mes vins là-bas que nous avons fait tous ensemble avec toutes les communautés religieuses. J'ai eu un de nos vins sacré parmi les 19 meilleurs vins au monde. Croyez-moi que le président Trois-Ros est venu me voir, monsieur, expliquez-moi ce que vous avez fait. Donc, si vous voulez, ça a été une jouissance personnelle et en groupe, c'est-à-dire que voilà, c'est un miracle, c'est pour moi le miracle libanais, et tout ça sans suffit. Alors quand je suis rentré, j'ai dit, bon, tu as déjà pris pas mal de risques dans ta vie, et tu n'as qu'à continuer. Mais je l'ai mis dans mon pinard, le fait de ne pas en mettre. Donc j'ai commencé, si vous voulez, aujourd'hui j'ai 5 cuvées à la vente, ben, j'en ai 4 sans sulfite, et une, je dis aux gens, c'est pour la belle-mère, parce que ceux qui ont peur que le vin ne se conserve pas, on leur en met un petit peu pour leur faire plaisir, quoi. Voilà, donc, et ça ne marche que si le raisin est beau et très beau. Donc, faisons du beau raisin, du raisin naturel. Hein, j'ai des cuves sans aucun traitement, ni à la vigne, ni à la cave. Voilà, c'est le summum de ce qu'on peut faire dans une petite... Moi, j'ai 10 hectares de vigne, hein, c'est pas beaucoup. Mais je me régale parce que je prends des risques tous les jours. Il n'y a pas que les sulfites, il y a d'autres choses. Hein. Oui. Voilà, bon, je vais me taire parce que je donne un petit peu la parole aux autres. Super, merci beaucoup Yves pour cette présentation. Un petit peu, si vous voulez en savoir un peu plus, vous venez sur mon stand ou vous m'attrapez à la sortie. Mais vraiment, j'ai eu une expérience professionnelle magique. Ouais. Qui nous a permis de partir en voyage. Alors, on va atterrir tout doucement avec toi, Fabien, mais qui est aussi de belles histoires de retrouvailles avec des cépages autochtones. Et là, on arrive vraiment dans le présent avec les problématiques qu'on peut avoir aujourd'hui sur comment on va pouvoir conduire une agriculture qui reste en lien avec les changements climatiques, etc. Et puis toujours travailler le goût, travailler la gourmandise. Alors, est-ce que tu peux présenter, s'il te plaît, ton vin et le travail que tu engages? Alors oui, nous on est situé donc dans la vallée de la Loire, donc centre Val-de-Loire entre Angers et Tours, sur la rive droite de la Loire. C'est la petite particularité, c'est qu'il y a très peu de vignobles situés sur la rive droite. Donc on est sur Saint-Nicolas de Bourgueil. C'est une installation, donc c'est un domaine que mon frère a créé en 1996. Donc il s'est installé sur 3 hectares et moi je suis arrivé ensuite en 98. Alors peut-être que le fait on a quand même travaillé dans différents domaines également, mais plutôt vallée de la Loire, on est resté très local parce qu'on avait déjà des vignes, 3 hectares de vignes à s'occuper, mais on n'avait pas de recul viticole, on partait de zéro. Donc on a testé, expérimenté pas mal de choses, dont effectivement donc depuis 10 ans maintenant, on replante des petites parcelles où on recrée déjà de la biodiversité, parce que nous on est dans un vignoble en appellation très très concentré en vigne, où la biodiversité on l'a vu disparaître petit à petit. Hein, les arbres, les champêtres ont été malheureusement enlevés. Donc on a entre guillemets un petit espace de liberté à 4 km du domaine, donc 5 hectares qui sont en vin de France, donc hors zone géographique de l'appellation, où on a créé, où on a essayé, où on essaye de créer quelque chose de complet avec des arbres, des champêtres, des fruitiers, de l'ombrage, de l'éco-pâturage. Donc la plupart des vignes sont pâturées par des moutons l'hiver, de novembre à mars. Et sur ces parcelles, on essaye des cépages qui vont nous ramener par rapport à notre problématique climatique de la fraîcheur, de l'acidité, des petits degrés d'alcool. Donc en fait, on teste des cépages autochtones qu'on a pu retrouver dans la Loire, en Touraine ou en Anjou, que sont le gros lot noir par exemple, le gros lot gris, qui sont un peu plus connus, mais d'autres beaucoup moins connus comme le Mélier Saint-François, le Menu Pinot, qui a 2 noms, l'Orbois ou le Menu Pinot. On a aussi du Pinot d'Aunis, qui est un petit peu plus connu. Voilà, à chaque fois on essaye de trouver des cépages
qui vont peut-être répondre à nos problématiques donc de gel et puis aussi d'acidité, de fraîcheur, petit degré d'alcool. Oui, tu m'expliquais qu'on a du coup des bourgeons qui sont plus résistants au froid, au gel, et qui du coup vont permettre une récolte un petit peu... Non, pas tout à fait. Non, le gros lot, il a l'intérêt en fait d'avoir ce qu'on appelle nous des cadets, c'est des bourgeons secondaires ou des bourgeons latents qui vont repousser très très vite. Donc un gros lot qui gèle a son bourgeon principal gelé, mais va avoir son bourgeon secondaire qui va repartir très vite et il va refaire plein de petites grappes qui fait qu'on aura une demi-récolte à minima, et sachant que c'est un cépage généralement assez productif, on assure quand même voilà, une demi-récolte même les années de gel. Donc voilà, pas besoin de protéger, de mettre des bougies, de consommer du pétrole, on laisse la nature faire. Ouais. Et puis du coup aussi un terrain de créativité qui s'élargit dans ce que tu vas pouvoir proposer au final en termes de goût, de dégustation. Ah bah, au niveau des vins, c'est infini, oui. On peut les vinifier de manière différente, effectivement. On peut les assembler ou ne pas les assembler. Chacun ont des petites particularités d'acidité, d'aromatique, d'arôme qu'on peut s'amuser à associer ou pas. On peut aller sur des pétillants pour certains qui marchent très très bien, d'autres plutôt des rouges sur le fruit, des blancs avec beaucoup de fraîcheur et de vivacité. Ouais, on peut essayer plein de choses et pourquoi pas, on le fait de plus en plus, associer des cépages blancs et des cépages rouges en vinification. Je pense qu'il ne faut pas, Yves le disait tout à l'heure, il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on a appris peut-être à l'école à l'époque. Il y a tout à réinventer, le climat évolue très vite et la vigne s'adapte assez rapidement quand même, peut-être plus que nous, mais on doit aussi associer, chercher des pistes. Ce qui nous conduit en Alsace. On remonte un petit peu. Xavier, avec ton domaine, est-ce que tu peux, pareil, nous présenter un petit peu tes préoccupations ? On a pu évoquer les questions de sécheresse et comment justement répondre à cette problématique. Oui, donc bonjour, moi c'est Xavier, je suis viticulteur en Alsace. Je travaille sur le domaine familial. J'ai repris un domaine familial de 9 hectares il y a 4 ans. C'est un domaine que mon père a converti en agriculture biologique dès 1984, donc ça fait 40 ans cette année. Donc parmi toutes les problématiques qui ont été soulevées tout à l'heure, il y a les sulfites, voilà, il y a la biodiversité, et puis moi j'ai choisi de vous parler un peu plus de la biodiversité, plus spécifiquement des arbres, parce qu'en Alsace, en ce moment, la problématique numéro 1 pour moi, c'est la sécheresse. Le gel, j'ai beaucoup de chance, on passe au travers à peu près tous les ans. Par contre, la sécheresse, c'est 30, 40, 50, 90% de pertes en fonction des secteurs. Et je tiens beaucoup à mes cépages alsaciens. J'ai pas envie d'arracher le Riesling ou le Gewürz pour mettre de la Syrah. J'ai envie de garder. Et du coup, je me dis comment faire. Et comment faire ? Il faut ramener de l'ombre, il faut réenrichir les sols. Et à partir de là, on a recommencé à planter les arbres que les grands-parents avaient enlevés, parce que les grands-parents, ils découvraient le tracteur, du coup, ils étaient tout contents de pouvoir tout mécaniser, et ça se justifiait, fut un temps. Et là maintenant, on se dit, comme par hasard, là où il y avait un arbre, les raisins n'ont pas brûlé. Donc on essaye de s'inspirer de ces petites observations un peu empiriques pour recréer des écosystèmes. Donc là, actuellement, on laboure à minima le sol et on recouvre toutes nos parcelles d'engrais vert. Ça, c'est l'étape entre guillemets la plus facile parce qu'on peut la faire d'une année sur l'autre. Et pour le long terme, on a reboisé les parcelles. Donc en fait, on a fait plusieurs choses. Il y a des parcelles où on va mettre beaucoup de fruitiers, des parcelles où on va mettre du champêtre, comme j'ai entendu tout à l'heure. Et l'idée est vraiment de voir ce qu'on arrive à faire. Est-ce qu'on va les monter très très haut pour faire un peu comme des parasols, comme vous avez sur les parkings, voilà, dans les villes, et du coup les tailler un peu de manière un peu stricte pour vraiment pouvoir continuer à travailler, ou alors les laisser faire un peu comme ils veulent. Il faut aussi savoir que l'arbre, c'est pas que pour nous, hein, c'est pour les oiseaux. Les oiseaux, ils vont venir nicher dans l'arbre, ils vont commencer à s'attaquer
à Au raisin ou... non, Non, pas les trop. oiseaux, bon, à part les étourneaux, et voilà, les étourneaux, bon, bah, c'est une fois par an, on met des effaroucheurs, ils s'en vont, donc bon, c'est... Non, non, les oiseaux, c'est vraiment un auxiliaire hyper important. Le viticulteur, c'est vraiment les vers de la grappe, donc en fait, c'est des papillons qui vont nous embêter, mais s'ils ont des prédateurs, ou alors si les oiseaux mangent les chenilles, bah là, il n'y a plus de problème. Mais encore faut-il que les oiseaux, ça suffit pas de mettre un nichoir si l'oiseau n'a rien à manger, n'a pas de relais. Donc en fait, toute l'idée, parce que comme dans le cas de Fabien, on est dans des vignobles qui sont très denses. Donc moi, j'ai une petite parcelle, et peut-être qu'autour de moi, il y a des centaines d'hectares avec pas un arbre. Donc en fait, la démarche, elle est vraiment collective. Et puis voilà, d'histoire de se dire, ben, un nichoir suffit pas, il faut que j'attire mon oiseau dans la vigne. Et là, potentiellement, il pourrait me rendre des services, potentiellement. Mais bon, on le fait parce qu'on y croit. Et qu'a priori ça a toujours marché comme ça par le passé, donc voilà, c'est plutôt des choses qu'on a oubliées, qu'on essaye de réinventer, de se réapproprier. Et donc là, au niveau là où tu en es, donc tu as commencé à mettre des choses en place et c'est le futur qui va pouvoir un petit peu valider les démarches. Quel serait le souhait qu'on peut se faire pour l'avenir de la filière en quelques mots pour, on a ouvert trois grandes portes, hein, trois grandes problématiques, mais quel élan on aurait envie de donner là pour soutenir la filière et pour la voir perdurer? Ben, moi je pense vraiment on doit continuer à essayer de faire des vins qui sont bons pour l'environnement et bons pour les gens qui le boivent en fait. Pas de la quantité mais de la qualité, essayer de promouvoir un modèle vertueux au travers le vin en fait, une consommation de plaisir, de respect pour tout le monde et voilà, je pense que c'est ce qu'on essaye de faire. Merci. Fabien, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, non, oui, c'est ça. Intégrer la vigne dans un milieu naturel diversifié et pas que de la monoculture, absolument. Voilà, ça me paraît primordial, important. Voilà. Ok, merci. Et Yves? Yves, j'ai constaté que depuis pas mal d'années, l'Europe et les bureaucrates s'occupent beaucoup de nous. Hein, ils nous font arracher toutes les belles vignes, tous les beaux cépages, les vieux cépages que nous avions en stock péniblement, qu'on avait réussi à garder. On nous donne des primes pour arracher la vigne, on nous donne des primes pour planter de la vigne, et tout palissé, piqué, fil de fer, on n'a pas un arbre de planter. Et toutes ces jeunes vignes, et c'est la crise actuelle des Côtes-du-Rhône et ailleurs, c'est que plus personne veut du vin qu'on fabrique. Mais pourquoi? Parce qu'il est dégueulasse, excusez-moi l'expression. Un vin n'est bon que si la vigne donne que ce qu'elle a envie de donner. C'est-à-dire, moi j'ai des pieds de vigne qui donnent 2 petites grappes, j'ai des pieds de vigne qui donnent 5 grappes. Là, on nous fait planter des vignes qu'on va shooter, excusez-moi, qu'on va shooter à nous produire 20 kilos par pied. Mais c'est de la folie, ça donne de la bibine, et plus personne n'en veut. Donc il faut qu'on réagisse, et grâce à ces jeunes, bon, moi je suis retraité de retraités, mais grâce à ces jeunes que j'encourage, il ne faut pas arracher la vigne, on remplace, on met des jeunes plants au milieu des vieux, on plante des arbres, et voilà, c'est ce qu'il faut faire. Moi j'ai vu le Liban, j'ai vu le miracle permanent là-bas pour l'affaire de la viticulture. Ici on est tous des idiots, des cons, excusez-moi, on est gouvernés par des gens qui n'y comprennent rien. Et nous, dès qu'on veut ouvrir notre caquet, on nous a fait fermer. Alors j'en profite que j'ai un petit peu la parole pour donner du courage à ces jeunes qui font ce qu'ils sont en train de faire, tous les deux, là. Voilà. Moi, j'ai eu la chance de ma vie de travailler sur un vignoble miraculeux, mais qui avait des années et des années d'existence sans connaître toute cette machinerie. Des vendanges à la main, des vendanges faites, bon, un petit peu par les enfants, excusez-moi, mais bon, c'est un petit peu la main-d'œuvre au Moyen-Orient, ce sont les enfants. Mais les enfants, les enfants de Bédouins, je prends un petit peu, quand ils partent pendant les vendanges avec un sac à plastique, chacun plein de raisins, mais c'est beau, moi par exemple, gueuler un peu, 300 vendangeurs, 2 kilos chacun, ça fait 600 kilos. Je dis oui, mais 600 kilos de vitamines, de bons jus de raisins qu'ils vont avoir et qui leur donnera du courage et de la force demain pour vendanger encore mieux. Voilà, donc donnons la parole aux jeunes et surtout qu'on arrête de nous commander, on sait ce qu'on a à faire. Et on n'a pas besoin de primes pour vivre.
Voilà. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois pour vos témoignages très inspirants. Je vous souhaite une bonne fin de salon. Merci à vous. Merci à toute l'équipe technique qui, je le rappelle, est amateur sur ce plateau, sur cette Open Studio, qui ont été formés et encadrés ce matin par Plume Studio. Et donc, on va se retrouver tout à l'heure avec un autre numéro autour de la lactofermentation. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup. Merci.